Bonjour, bienvenue dans Bicafam. Je suis Mélissa, psychologue de formation, mais c'est avant tout ma casquette de maman que je mets en avant. C'est un podcast caribéen qui est dédié à la parole des femmes sur différents thèmes, autour de la grossesse, du désir ou du non-désir d'enfant, autour de pathologies qui concernent directement les femmes comme l'endométriose, autour de la maternité, le postpartum d'ailleurs peu exploré, les traditions transmises de génération en génération, autour de la place de la femme dans notre société, comment allier vie personnelle et vie professionnelle. Bref, Bicafam est un rendez-vous convivial entre femmes qui viendront partager leur expérience de vie, parler sans tabou, avec sincérité et émotion, pour parfois penser certaines blessures et aider d'autres femmes à se sentir moins seules. Ce podcast est dédié à la puissance des femmes. Dans cet épisode, Rachel nous raconte la suite de son histoire semée d'embûches. Vous connaissez l'expression « forme ses châtaignes, non ses fruits à pain ». Cette expression qualifie parfaitement Rachel, qui se relève quels que soient les obstacles. Elle nous parle de ses blessures, ses victoires, mais aussi d'amour. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir la suite de l'histoire de cette femme, qui n'a pas fini de vous étonner par ses ressources inestimables. Bonne écoute! Bonjour Rachel. Bonjour Mélissa. Bienvenue à nouveau dans Bicafam. Aujourd'hui, tu vas poursuivre ton histoire, raconter la suite dans ce deuxième épisode sur ton parcours. Est-ce que tu pourrais, avant qu'on ne commence, te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, qui n'auraient pas encore écouté le premier épisode? Ok, alors voilà, je m'appelle Rachel, j'ai 39 ans et maman de 3 enfants. C'est vrai que la dernière fois, je n'avais pas parlé de mon activité professionnelle, mais comme on va en parler, je préfère laisser la surprise. Parfait. Alors, juste pour faire un petit résumé pour les personnes qui n'auraient pas écouté l'épisode d'avant, d'ailleurs, je vous invite à l'écouter pour mieux comprendre l'histoire de Rachel. Lors du précédent épisode, on avait parlé de ta première grossesse, de la grossesse gémellaire un an et demi après, des complications que tu avais rencontrées. D'ailleurs, il t'avait été évoqué peut-être d'envisager une interruption de grossesse. Finalement, tu avais eu une info sur un service spécialisé qui existait en France et tu avais décidé avec ton ex-mari de tout quitter pour justement mener à bien ta grossesse. Et on avait parlé de ton accouchement difficile aussi, ton accouchement par voie basse, difficile, avec des complications, avec une hémorragie de la délivrance pour toi, et un parcours aussi compliqué avec tes enfants qui étaient en néonat. Et pour finir, on avait terminé l'épisode en parlant de l'impact que ces deux grossesses rapprochées avaient eu sur ton corps, avec le diastasis, donc l'étirement des muscles abdominaux, et donc de l'intervention de la chirurgie réparatrice que tu avais dû subir. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la suite? Donc ensuite, il arrive un moment où, avec mon ex-mari, ça commence à se dégrader. Donc, un divorce est mis en place. Toujours une épreuve douloureuse, que ce soit pour les parents, que ce soit pour les enfants. Donc ça traîne, mais bon, on y arrive petit à petit. Ensuite, donc je suis toujours à ce moment-là salariée dans une entreprise depuis plus de 10 ans à ce moment-là. Donc ça se passe bien en général, sauf qu'évidemment, quand il y a changement de situation familiale, les habitudes changent. Donc on doit réorganiser les choses au sein de son travail. Chose pas évidente. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à comprendre qu'une maman, entre guillemets, seule avec ses 3 enfants, ça peut bouleverser aussi l'emploi du temps professionnel. Il faut savoir que normalement, une maman qui a plusieurs enfants est souvent doit normalement, ça dépend après des conventions ou autres, des modifications d'emploi du temps adaptées pour ses enfants. Ça n'a pas toujours été possible. Est-ce que tu peux donner par exemple un exemple, des réunions d'enfants, aller récupérer un enfant malade par exemple, peut-être des choses comme ça? Oui, c'est ça.
Oui, c'est-à-dire que il faut savoir que mes jumeaux sont asthmatiques, donc souvent, j'étais appelée à l'école pour, venir récupérer un, voire les 2 ou voire les 3. Il y a Mmh. toujours des maladies infantiles à cet âge-là, Bien il y a sûr. toujours un rhume, une rhinite, rhinopharyngite, enfin bon. Et puis les écoles, dès qu'il y a un petit peu de fièvre, bon, on appelle tout de suite les parents. Et c'est Mmh. vrai que quand on est censé sortir à 18 heures, par exemple, et qu'à 15h30, l'école appelle pour dire, voilà, il faut venir récupérer tel enfant. Mmh. Pour peu que nous soyons deux à ce moment-là au sein de l'entreprise, laisser ma collègue seule, ça pose problème, ce qu'en soi, je comprends. On recherche toujours un petit peu le côté humain chez l'autre, Mmh. mais ce n'est pas évident. On peut tomber sous des patrons qui ne regardent que leurs chiffres. On peut tomber sous des collègues qui s'en moquent un peu. Le Mmh. comportement envers moi n'était pas toujours très adéquat. Tu n'as pas ressenti d'empathie? Alors, au début, oui, je vais pas Mmh. mentir, j'ai eu des facilités au niveau de l'emploi du temps, j'ai eu, voilà. Mais après, étant donné que ma situation personnelle ne s'est pas arrangée rapidement, Mmh. donc j'étais vraiment souvent contrainte d'appeler pour dire je ne peux pas venir parce que ceci, de demander est-ce que je peux avoir mon mercredi parce que les enfants n'ayant pas école, je n'ai pas forcément les moyens de payer une nounou. Le Mmh. samedi, est-ce que je peux avoir un samedi sur deux, un samedi, donc voilà. C'était pas toujours évident. Mmh. Je ne vais pas dire que je n'ai pas été comprise, mais en fait, je pense que la patience de mon entourage professionnel était mise, pardon, à rude épreuve. Mmh. Et bon, après, on se retrouve seul à devoir gérer tout ça. Mmh. Donc finalement, les contraintes, que tu avais, concernant ta maternité, concernant la gestion des enfants ça a eu un impact sur la partie professionnelle? Oui, très clairement. Hem, Par exemple, quand on demande un mercredi, parce que les enfants n'ont pas école, ben, on a le collègue ou le patron qui dit: «Mais le mercredi, justement, c'est là qu'il y a beaucoup d'affluence. Mmh. Donc débrouillez-vous comme vous voulez, mais je ne peux pas», enfin, voilà, des petites choses comme ça qui dégoûtent un peu, qui fatiguent un peu Mmh. parce qu'au-delà de je suis quand même passée par pas mal d'épreuves difficiles en partant de l'accouchement, hein. Mmh. Donc on se sent un peu débordé, on se sent un peu, heu, incompris, mais Mmh. bon, on n'a pas le choix, on fait avec, on est salarié, on a besoin de notre paye, donc on jongle au mieux. Et du coup, tu as rencontré donc des difficultés au niveau de ton travail. Est-ce que tu peux nous raconter, la suite? Alors un jour, je me prépare pour aller travailler et j'ai une douleur, je ressens une douleur au niveau du Mmh. sein gauche et qui m'inquiète un peu parce que je n'ai pas l'habitude de ce genre de douleur, même en termes de douleur prémenstruelle, je n'ai pas l'habitude de ressentir ce genre de douleur, donc je me palpe et Mmh. je sens quelque chose. Voilà, je Mmh. me palpe, je sens quelque chose, donc forcément, je m'inquiète. Mmh. Je je consulte mon gynécologue, enfin, en tout cas, pas le jour même, mais en tout cas dans le cursus, voilà, je consulte mon gynécologue qui m'explique que: «Voilà, Rachel, tu es jeune, ne t'inquiète pas, c'est peut-être juste un kyste, c'est peut-être juste rien du tout, donc ça va». Toutefois, je suis une, éternelle stressée et Mmh. j'ai besoin constamment d'être rassurée, donc je lui demande quand même de me faire des examens, Mmh. le basique, une mammographie. Donc je fais ma mammographie et puis le professionnel de santé me demande de demander donc à mon gynécologue de me prescrire une échographie. Donc je me dis: «Mais c'est bizarre, enfin pourquoi il demande ça?» Enfin, je Mmh. regarde suffisamment, certaines séries pour savoir qu'en général, quand tout va bien, on leur dit tout de suite que tout va bien. Mmh. Donc du coup, je fais mon échographie et on voit quelque chose. On voit une petite masse au niveau du sein gauche. Donc on me demande par la suite de faire une IRM. Donc qui dit IRM, ben voilà, quand on ne connaît pas cet examen, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais une fois qu'on le connaît, c'est particulier. Déjà, la mammographie, moi je Mmh. l'ai trouvé j'ai trouvé cet examen assez douloureux, mais il faut dire que j'avais déjà mal. J'avais déjà mal, puisque visiblement ce n'est pas censé être douloureux. Mais bon, Est-ce que tu peux nous rappeler quel âge que tu avais à ce moment-là, à peu près? 33 ou 34, dans ces eaux-là. Donc en plus, vu mon âge, on pense toujours que ça arrive aux autres.
Mhm. Mais en fait, non. Et plus ça va et plus on se rend compte qu'il n'y a pas d'âge pour avoir quelque maladie que ce soit. Donc, mammographie, échographie, donc je passe l'IRM. On me remet les résultats dans une enveloppe. Et chose que je ne devais peut-être pas faire, j'arrive dans ma voiture et je lis. Mhm. Seul. Oui, voilà, seule. Je lis seul le diagnostic. Donc, je ne me rappelle pas vraiment de tous les détails, mais en tout cas, en conclusion, là, je me rappelle très bien, c'est marqué tumorectomie à effectuer d'urgence. Chose à ne pas faire seule aussi, je mets le mot tumorectomie sur Google Mhm. et voilà, on tombe sur waouh, Et oui, sur des choses pas très jolies. En tout cas, dans tous les cas, tumorectomie, ben on comprend. ça se rapporte à tumeur. Mhm. Donc, je pense qu'à ce moment, j'ai eu un trou noir. Mhm. J'ai eu un trou noir. Je consulte à nouveau mon gynécologue, peut-être 2, 3 jours après, je ne sais plus. Mais durant ces 2, 3 jours, ben en fait, je me suis dit tout de suite, j'ai 33 ans, je crois que c'était 33. J'ai 33 ans, j'ai 3 enfants petits, je vais mourir, Mhm. tout simplement. Je ne vais pas voir mes enfants grandir. Ça fait la deuxième fois hein, que tu as C'est ça. cette réflexion. Mhm. Voilà, exactement. Donc, je consulte à nouveau mon gynécologue, qui d'ailleurs, il est chirurgien également. Mhm. Il m'explique que voilà, de toute façon, effectivement, il n'y a pas d'âge, mais il m'explique que je n'ai pas d'antécédents familiaux de tumeurs au sein. Il m'explique que ce n'est pas génétique et que c'est sûrement nerveux. Et que pour éviter tout risque de propagation ou d'aggravation de la situation, on va quand même faire une biopsie. Donc, aller récupérer un morceau de cette masse pour l'analyser. Mhm. Et on sera fixé à savoir s'il y a opération ou pas, s'il y a radiothérapie ou pas, s'il y a chimio ou pas. Mhm. Et à ce moment-là, est-ce que tu es soutenu par un membre de ton entourage ou est-ce que tu gères toujours cette info seule? Je gère seule. Alors, j'en ai Mhm. quand même parlé au père de mes enfants parce que bon, voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. À quelques proches quand même. Mais en fait, parler à plein de personnes, c'est à chaque fois ressasser les choses, Mhm. à chaque fois raconter la genèse de la chose, à chaque fois. Et en fait, on s'en sort jamais émotionnellement parlant. Donc, j'en ai parlé à quelques personnes, mais vraiment, sur les doigts de la main, je peux les compter. J'avais juste envie que ça se termine. Et des Mhm. fois, c'est plus facile d'en parler quand c'est terminé, Mhm. plutôt que quand on est dans le feu de l'action, c'est compliqué à gérer. Mhm. Donc, j'effectue ma biopsie au CHU. Donc, c'est très lugubre, hein, c'est très froid, ça sent la javel. Enfin, bon, c'est pas forcément agréable, mais Mhm. enfin, bref, on n'a pas le choix. Et puis, donc, la biopsie révèle que ce n'est pas une tumeur, comment dire, un stade où je dois faire de la chimio, Mhm. mais qu'il faut quand même surveiller. Mhm. Donc, on voit avec mon gynécologue l'opération, parce que moi, je ne pouvais pas supporter d'avoir ça en moi, que ce soit bénin, malin ou je Mhm. ne sais pas. Donc, on décide de me l'enlever. Et il me Mhm. précise que si toutefois il constate que les cellules autour sont un peu bizarres, mais qu'il faudrait faire de la radiothérapie, quand même en Mhm. prévention. Mhm. Et Et j'aurai après des mammographies à faire 3 mois après l'intervention, puis 6 mois, puis tous les 8 mois, puis une fois par an. Enfin voilà, il faut un suivi. d'accord. Mhm. Donc là, je raconte ça comme ça, mais sur le coup, ce n'est pas évident du tout, Mhm. parce Bien sûr. qu'entre-temps, ben, je dois gérer mes enfants, Les mon 3 enfants. travail, le quotidien, Mhm. Qui et n'était puis déjà pas simple. c'est ça. Et puis psychologiquement, c'est dur. C'est Mhm. dur parce qu'on se dit déjà pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Heu, qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Enfin bon, Mhm. c'est dur. En plus au travail, ça va pas spécialement bien, on n'a pas spécialement envie d'en parler, mais bon, c'est Mhm. difficile. Mhm. Donc je me fais opérer un 14 février Mhm. et en ambulatoire. Je rentre chez moi et puis, le gynécologue me fait après son compte rendu en me disant que bon, normalement, il ne devrait pas y avoir d'intervention médicale supplémentaire, mais qu'il faut Mhm. surveiller. Donc je devais faire D'accord. une mammographie, en soi tous les 6 mois. Au travail, ça ne va toujours pas, donc j'ai des remontées
acides qui me provoquent des alors c'est le stress visiblement, qui me provoquait Mmh. des remontées acides et D'accord. l'acidité me brûlait quelques petits vaisseaux, pardon, de Mmh. l'estomac, donc ça m'arrivait de rendre, mais je rendais du sang Mmh. au Mmh. travail, chez moi, enfin bon, peu importe. Mmh. Et là, je ne vais pas mentir, j'ai ressenti vraiment, dans le cadre de mon travail, vraiment l'incompréhension. Mmh. J'ai vraiment ressenti là, il y avait plus d'empathie, il y avait Mmh. je pense qu'ils en avaient assez, en fait. Mmh. C'est toujours Rachel qui doit aller faire ci, Rachel qui doit faire ça, Rachel ceci, maintenant c'est Rachel qui est malade. Enfin, je pense qu'au bout d'un moment, ce que je peux comprendre, hein, puisque tant qu'on n'est pas dans une situation, on peut pas, Enfin non, comprendre, je oui. comprends, Parce que toi, tu te démenais entre, tes soucis de santé, la gestion de tes enfants, la gestion de ton divorce, et puis tout ça, tu gères ça toujours toute seule, comme dès le début, enfin, c'est pas évident pour une seule et même personne. mais c'est vrai que sur le moment, on se dit: «Mais c'est une pierre à la place du cœur, je comprends pas». Mais bon, Mmh. maintenant je pardonne à tout ce petit monde. Du coup, ça a eu, un impact, sur ton travail? Ça a eu un impact sur mon travail. Je n'avais pas de pression au niveau de la charge de travail, Mmh. mais j'allais au travail à reculons. La boule au ventre, vraiment démotivée. Donc Mmh. forcément, ça avait un impact sur mon travail. J'ai, heu, j'ai subi, des choses pas très jolies avec certains collègues, je vais pas mentir, c'était du harcèlement, c'était de la mise à Mmh. l'écart, c'était plein de choses. Donc du coup, après j'étais pas bien, j'ai consulté mon médecin généraliste pour qu'il m'arrête Mmh. parce que ça n'allait pas. Donc il m'a arrêté une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce qu'il me dise, «Ben écoute Rachel, là je pense que tu fais ce qu'on appelle un burn-out». Mmh. Un Pas burn-out. dû Mmh. forcément à la charge, de travail, mais dû en fait à tout ce qui s'est passé, en amont, qui fait Mmh. que forcément ça agit donc sur le travail. Donc c'était vraiment, une situation Global. En fait, c'était un burn-out global. c'est ça. Et du coup, il me conseille d'aller voir un psychiatre, puisque Mmh. au stade où j'étais, il me fallait une aide supplémentaire Mmh. Pour t'aider. pour m'aider. Donc je Mmh. vais voir le psychiatre qui me donne qui confirme le diagnostic de mon médecin traitant, qui me Mmh. donne des antidépresseurs, des somnifères, des anxiolytiques, enfin voilà, tout le panel, de médicaments. Mmh. Alors il faut savoir que moi je suis quelqu'un d'assez, particulier en termes de médicaments. Je suis anti-médicaments, mais on se rend compte qu'au bout d'un moment, on en a besoin, on n'a pas le choix. Mmh. On a besoin d'une On béquille. n'a pas le choix. Ouais, Mmh. exactement. Mmh. Donc entre-temps, je suis toujours arrêtée. Le père de mes enfants et moi-même étions en garde alternée, donc une semaine sur 2. Mmh. Au moment où je ne les avais pas, c'était la déchéance totale, parce que je ne devais faire aucun effort pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Donc Mmh. ça m'arrivait, oui, de rester des jours entiers, sans me doucher, de rester Mmh. des jours entiers sans manger ou manger que des cochonneries, Mmh. chocolat, glace, et cetera. Ça m'arrivait de Mmh. passer des jours entiers à pleurer. Mmh. Tu plus de force, en fait. En fait, comme tu n'avais pas forcément de d'obligation justement de t'occuper de quoi que ce soit, parce que tu n'avais pas tes enfants, tu n'avais plus de force pour rien, en fait. C'est ça. Et au Mmh. moment où je les récupérais, là, je me faisais violence à moi-même et je me disais: Mmh. «Vas-y Rachel, les enfants n'ont pas à te voir comme ça, ils n'ont rien demandé, ce n'est pas de leur faute». En plus, ils ont toujours eu l'habitude d'avoir une maman très joyeuse, très, Ça a dû être, difficile. ben, c'est terrible parce qu'en plus, je ne parlais pas forcément de cette situation que je vivais, puisqu'il Mmh. y a la honte. Il y a la Mmh. honte, il y a la peur du jugement. Mmh. «Ah mais de toute façon, elle a 3 enfants, elle a qu'à s'en occuper» et la peur du jugement par rapport au divorce. «Ah ben, Mmh. elle a demandé le divorce, maintenant il faut qu'elle assume». Qu'elle assume. Ah bah, ça, c'est quelque Eh chose oui, qu'on entend beaucoup, hein. Donc ah ben oui, qu'elle assume et ou sinon il fallait qu'elle reste. fallait qu'elle reste, voilà. Mmh. Donc voilà, quand mes enfants étaient là, c'était un moyen pour moi de me donner 2 tapes et Mmh. de rebondir. Mais j'étais toujours, je prenais toujours les médicaments, mais je sentais au fond de moi que je pouvais faire sans les médicaments. Et il faut savoir que j'ai vécu avec une mère dépressive également, donc j'ai Mmh. vu les effets des médicaments. J'ai vu Mmh. que ça n'apportait à long terme rien de bon.
Je dis bien à long terme, Mmh. ça c'est encore une fois mon Ton expérience. expérience, oui. Voilà, je ne généralise surtout pas Mmh. Mmh. et je me suis toujours dit: «Je ne dois pas tomber dans cet engrenage et je dois trouver une solution, pour m'en sortir». Mmh. Donc le temps passe, le temps passe, le temps passe. L'avantage, c'est que les enfants grandissent, donc de plus en plus indépendants, de plus en Autonome. plus, autonomes. Mmh. Donc au niveau de la charge que j'avais quand ils étaient là, ben ça s'allège, parce Mmh. qu'on commence à apprendre à se doucher tout seul, on commence à prendre le petit déjeuner tout seul. Enfin bon, les Mmh. choses commencent un peu à s'alléger, comme tu dis. Je ne reprends pas le boulot je ne reprends pas le boulot tout de suite, mais comme je suis quelqu'un d'assez actif. Rester couché, toute la journée, à un moment, c'est cool. On écume Netflix, on écume, Canal, enfin voilà, Mmh. mais au bout d'un moment, je n'en pouvais plus, je m'ennuyais, c'était pire, en fait. C'était Mmh. pire de rester dans la maison à cogiter sur sa situation Mmh. et je me suis dit alors, non, je suis retournée voir le psychiatre, et là, il me dit: «Écoutez, je ne peux pas vous prolonger ad vitam aeternam. Vous devez aller voir la médecine du travail pour expliquer votre Mmh. cas». Afin de voir quelle solution, on peut vous apporter. Donc je vais voir la médecine du travail, j'explique mon cas. La médecine du travail confirme que je subis effectivement, une forme d'harcèlement qui ne me D'harcèlement. permet pas voilà, qui ne me permet pas de reprendre. Mmh. Elle me conseille d'aller voir un avocat spécialisé dans les droits du travail, chose que je Mmh. fais. Quand j'explique ma situation, sans entrer dans les détails, avec quelques petites preuves de certaines choses, elle confirme également que c'est du harcèlement, que je peux poursuivre, l'entreprise et Mmh. également mon patron de l'époque parce il a été mis au courant, mais tu sais, certains patrons privilégient, le chiffre plutôt Mmh. que l'aspect humain des choses Mmh. et du coup, je me dis: «OK, je me lance dans la procédure», toutefois, il y a une petite voix qui me dit: «Rachel, écoute, tu as déjà vécu beaucoup de choses. Entrer à ce moment-là dans des démarches judiciaires, ça ne va pas forcément arranger les choses. C'est encore une préoccupation, ce sont encore des démarches à faire, c'est encore un stress. Donc, Mmh. la médecine du travail m'a déclarée inapte, Mmh. m'a déclarée inapte. Alors, il y a 2 formes d'inaptitude, l'inaptitude, avec possibilité de reclassement et Mmh. l'inaptitude sans possibilité de reclassement, au sein de la même entreprise, hein. Mmh. Ça veut dire que j'étais inapte à ce poste, à cet endroit, mais ça veut dire que je ne pouvais pas dans tous les cas travailler dans cette entreprise. Mmh. Donc l'avantage avec, cette option, c'est que, beh, malheureusement pour l'entreprise, ils sont donc obligés de licencier le salarié, Mmh. et de donner au salarié ses indemnités et ses documents Ouais. Mmh. donc c'est ce qui se passe, mais durant tout ce processus, je me pose quand même la question: «Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie?» Tu peux me rappeler combien de temps que tu as travaillé dans ton ancienne entreprise? Au moment où j'ai été licenciée, j'avais 15 ans d'ancienneté. Eh oui. Mmh. J'avais 15 ans d'ancienneté, donc forcément là, on se dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire?» Alors j'ai puisé au fond de moi-même et j'ai pris, le parti de me reconvertir Mmh. dans l'esthétique parce que j'ai toujours aimé, j'ai toujours fait en autodidacte, voilà. Donc pendant mon arrêt maladie, j'avais l'autorisation et de voyager et de sortir et de faire ce que je voulais. Donc Mmh. j'ai passé des formations. Mmh. J'ai passé pas mal de formations. C'était aussi très difficile parce qu'il fallait que je reprenne un rythme, puisque autant avant je restais couchée jusqu'à 11 heures, fallait me coucher à Mmh. 2 heures du matin. Là, la formation elle commence à 8 heures. Mmh. Donc voilà, fallait que je reprenne un rythme et je pense que ça m'a aidé aussi à sortir un peu, de ce marasme aussi émotionnel parce que Mmh. on a c'est comme les enfants, on n'a pas le choix. Mmh. Rachel, tu n'as pas le choix, il faut que tu te lèves. Ce n'est plus, «Vas-y, tu as encore 1 heure, tu as encore 2 heures». Donc là, je n'avais pas le choix. Donc ça je pense que ça m'a aidée puisque, ça m'arrivait le matin d'oublier de prendre les médicaments. Parce que j'étais dans Mmh. le speed, j'étais pressée. Une fois que j'arrive sur les lieux de la formation, ben, on n'a pas le temps de penser à nos problèmes et cetera et c'est en fin de journée que je me disais: «Ah ben tiens, j'ai pas pris mon comprimé». Ça t'a permis en fait de t'investir, dans un autre, dans toute autre chose et finalement de t'évader un petit peu de tous ces Voilà, soucis. c'est ça exactement. Mmh. Donc je passe de formation en formation.
Et donc petit à petit, je commence à mettre en pratique, ce que j'apprends en formation. Donc j'ai des cobayes qui m'aident à mettre en pratique donc tout ce que j'apprends Mhm, et ça me plaît. Ça me mhm, plaît parce que, le travail que j'exerçais avant était très manuel et du coup, je me suis focalisée sur la prothésie ongulaire qui est aussi très manuelle, donc je me suis un peu retrouvée dans ce que j'aime mhm, mais là, c'était différent parce que j'ai choisi, hem, parce que j'avais l'option de ça et j'avais l'option aussi d'être à mon compte, de travailler mhm, pour moi et qui mhm, dit travailler pour moi dit gérer mon planning par rapport à mes enfants et mhm, quand j'ai été licenciée, je me suis toujours dit: «Le prochain emploi que j'aurai, si je ne peux pas décider moi-même de mon planning par rapport à mes enfants, ce n'est pas la peine». mhm, Donc tout ça, ça m'a motivée. Et je me suis dit: «Tu imagines Rachel, tu arrives à gérer ton planning, tu auras tes mercredis, tu auras tes samedis, tu pourras aller chercher tes enfants à l'école. Pendant qu'ils sont à l'école, tu vas bosser dur. Quand il y en a une qui sera malade, tu n'auras pas de, comme on dit ici, de temps pis soufflé à mhm, demander à X, Y personnes. Tu iras chercher tes enfants. Ça mhm, sera c'est la belle vie, en fait, mhm. Donc tes enfants ont été là encore l'élément moteur finalement toujours, pour cette reconversion. Et tu as réussi à tout à puiser dans tes ressources pour t'investir dans ce nouveau projet. oui, oui, parce qu'on dit toujours: «On n'a pas le choix», mais là, très clairement, je n'avais pas le choix parce que Mhm. les allocations de Pôle emploi. Oui, Déjà, ce n'est pas la l'équivalent RE. du salaire. Voilà, l'ARE, ce n'est pas l'équivalent du salaire, mais au bout d'un moment, je crois que ça diminue, voilà. Donc je me Mhm, suis dit, comment faire? Et puis voilà, donc petit à petit, je prends les renseignements pour me mettre à mon compte. Je fais des petites formations également à la chambre des métiers pour, respecter les lois et cetera et tout doucement, je me mets à mon compte, je me crée ma petite clientèle, avec les hauts et les bas de l'entrepreneuriat, hein, mhm, parce que je parle comme ça, mais ce n'est pas facile. mhm, Ce n'est pas facile du tout. Donc, un autre stress puisque mhm, et là, on est un peu dans le regret. On se dit: «Oh là là, j'étais 15 ans dans une entreprise avec un salaire fixe, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, j'ai mon mhm, salaire, j'ai mes congés, j'ai ceci, j'ai cela» et là, je me retrouve en fait avec zéro. mhm, Je me retrouve, à devoir repartir de rien. Je ne mhm. connais pas, enfin, voilà, donc encore Il un en faut, challenge, ouais, il en faut de la force c'est en tout ça. cas pour s'aventurer finalement Ben dans oui. ce nouveau projet. Et justement, comment tu as réussi à allier vie de maman, la même entrepreneur comme on dit, Mmh. et puis la femme aussi. Comment tu as réussi à allier tout ça? Eh ben écoute, à partir du moment où on peut gérer ses horaires, c'est très simple. On Mhm, dépose les enfants à 8 heures, on commence à travailler à 9 heures, à 15 heures, on a fini. Enfin, voilà, le mercredi, on ne travaille pas, le samedi, on ne travaille pas. Donc c'est vrai que le salaire prend un coup, mhm, mais je me dis: «Ça n'a pas de prix». mhm, La qualité de vie que j'avais, à ce moment-là avec mes enfants, ça n'a pas de prix et puis quand on calcule bien, le prix d'une nounou était peut-être équivalent, mhm. heu, à ce que Est-ce je que perdais peut-être tu c'est ça. C'est ça. Et du coup, Donc tu arrivais aussi peut-être à te rattraper sur la semaine où tu n'avais pas les enfants, pour justement, ça te permet d'avoir une flexibilité de ton planning et de te rattraper sur la semaine où tu as pas les enfants, peut-être de finir plus tard et de t'autoriser à travailler le week-end, et cetera. exactement, c'est exactement ce que je faisais. La semaine où j'avais Mmh. mes enfants, j'étais en horaire scolaire et Mmh. la semaine où je n'avais pas mes enfants, je pouvais travailler du lundi au dimanche. Mmh. Mmh. Donc Mmh. ça compensait. Niveau salaire, ça compensait Mmh. et heu et du coup, je me sentais vraiment mieux de n'avoir plus cette crainte quand on dépose son enfant à l'école, que l'école appelle pour dire: «Il faut venir chercher un tel parce qu'un tel tousse ou parce qu'un tel a de la fièvre». Je n'avais plus cette crainte, je n'avais Mmh. plus la préoccupation: «Est-ce que la nounou ne l'a pas oublié? Comment je fais pour payer la nounou? Est-ce que si? Est-ce que ça?» Je n'avais plus ce genre de préoccupation donc c'est vraiment, j'ai vraiment gagné en fait en sérénité Mmh. en étant à mon compte et puis, mais je suis toujours sous antidépresseur, ça je tiens à le préciser. Mmh. Parce que je ressens quand même ce besoin d'aide supplémentaire Mmh. Mmh. et puis au Cette bout d'un béquille. moment, c'est ça, quand la vie professionnelle
commence à aller mieux, quand on Mhm. commence à se sentir mieux, on se dit: «Mais je suis une femme aussi». C'est Mhm. ça, je suis une femme Exactement. aussi. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on Mhm. fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Mhm. Donc là, je commence à me demander, mais comment ça va se passer? Sachant que j'avais été, un peu traumatisée par des propos d'une certaine personne qui me disait: «Tu ne pourras jamais refaire ta vie avec 3 enfants». Oh là là. Mhm. Voilà, voilà. Je suis restée pas mal de temps avec cette idée dans la tête. Mhm. Donc ça te bloquait finalement, ça te freinait Bien un sûr, peu. bien Mhm. sûr, en me disant: «Mais peut-être que cette personne a raison, les enfants, ils sont encore petits. Bon, qui est-ce qui voudra être beau-père de 3 enfants?» Parce que c'est pas un enfant, Mhm. c'est pas 2 enfants, c'est 3 enfants et j'ai envie de dire, il y a des états d'esprit tellement petits que même un enfant, les Mhm. gens arrivent à avoir des propos, indécents. Donc a Mhm. fortiori 3 enfants. Cette parole que cette personne, m'a dite un jour, Mhm. m'a bloquée dans mon ouverture à l'autre, qui fait que j'avais des fréquentations, je Mhm. fréquentais, mais je ne Mhm. cherchais rien de sérieux. Tu ne t'autorisais pas finalement à laisser quelqu'un rentrer dans ta vie. Oui, parce que j'étais persuadée que la phrase: «Tu ne pourras jamais refaire ta vie avec 3 enfants», j'étais persuadée que c'était vrai. Et tu n'avais pas envie de revivre encore un échec. Ah ben non, volontairement, je fréquentais, comme je voulais, qui je voulais, sans attache, sans rien Mhm. du tout, jusqu'au jour où je tombe sur quelqu'un. Mhm. Voilà. Alors on a dit qu'on ne pleure pas, hein. La Ça deuxième suffit. partie, Non, la non, 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 suite non, non. des pleurs de Rachel. Donc jusqu'au jour où, on dit souvent qu'il ne faut pas chercher. Il ne faut pas chercher. Et je t'assure, je n'ai pas cherché. J'étais dans un mood où, en fait, tu peux me regarder, tu peux mais en fait, n'espère rien parce qu'en fait, j'ai envie, mais en même temps, j'ai pas envie et puis je sais même pas ce que je veux vraiment, enfin bref. Donc du coup, je tombe sur, cet homme Mhm. qui on n'a pas eu de coup de foudre tous les 2 parce que physiquement, ce n'est du tout pas mon style. Mhm. Lui, après, je ne sais plus trop, je pense que oui, comme on dit, comme on dit, il a dû kiffer, mais bon, voilà, sans plus. Et puis c'est quelqu'un qui est sorti de Bordeaux et qui est revenu en Guadeloupe pour ouvrir son entreprise. Donc en fait, on Mhm. avait ça en commun dans nos conversations. Ça On vous a parlait rapproché? entrepreneuriat, voilà, c'est ça. Quand j'allais à la chambre des métiers, lui, il allait à la chambre des commerces, je lui disais: «Voilà, j'ai tel document», lui, c'était pareil et puis c'est quelqu'un de très cultivé donc sur n'importe quel sujet, on peut Mhm. débattre intelligemment, ça c'est très important. Et donc, comme je suis quelqu'un j'aime beaucoup parler, je pense que les auditeurs l'ont compris, 2 épisodes quand même. Et puis on passait des nuits entières, des nuits Mhm. entières à parler autour d'une crêpe au Nutella, autour de Mhm. enfin voilà, c'était tout bête, mais on parlait de tout et de rien, de politique, de religion, de famille, de enfin voilà. Mais tout ce temps, finalement, tu n'avais pas eu, de personnes à qui parler, à qui échanger, tout ce temps aussi? Voilà, je n'avais pas de personne, en tout cas de la gente masculine, hein, de personnes, que j'estimais qui méritaient mon attention et qui méritaient que je m'ouvre. Et là, je suis tombée sur quelqu'un qui a un naturel communicant, on va dire, Mhm. et en fait, tout se faisait, sans forcer. Mhm. Et et lui-même, il le répète souvent, avant d'arriver à ce qu'on se rapproche réellement, il a monté les mamelles. Parce que moi, j'étais pas du tout dans l'optique, de me mettre sérieusement avec quelqu'un, bon, et moi-même, je pensais: «Mais j'ai 3 enfants, en fait». Sachant que lui, il n'a pas d'enfants Mhm. et même une fois, je lui ai dit: «Mais en fait, qu'est-ce que tu penses espérer de moi?» Voilà, quand tu lui en as parlé, quand tu as parlé de tes 3 enfants, comment il a réagi? Je lui ai dit que j'ai 3 enfants, mais je lui ai dit ça d'une certaine manière où j'attendais une réaction négative. Mmh. Parce que je sais plus comment je lui ai dit, honnêtement, je ne me rappelle plus. Parce que nous sommes ensemble maintenant depuis 5 ans, donc Mais en tout cas, quelle réaction est-ce qu'il a eu la réaction à laquelle tu t'attendais? pas du tout, pas du tout, du tout. Parce qu'on était dans une grande conversation et je lui ai dit très clairement: «Écoute, toi et moi, ça va pas être possible.
Et il m'a dit: «Ah bon, pourquoi?» Je lui ai dit: «Parce que j'ai 3 enfants». Mmh. Et il a écarquillé les yeux et il me dit: «Oui et?» Je lui dis: «Beh, j'ai 3 enfants». Il me dit: «Oui, j'ai entendu, un 2 3 oui, 3 enfants, j'ai entendu, mais ça change, c'est qu'est-ce que en quoi ça empêche que toi et moi on soit ensemble, en fait?» Mmh. Je lui dis: «Mais écoute, j'ai 3 enfants et tu Mmh. n'es pas le papa et tu n'as pas d'enfants. En plus, il est un peu plus jeune que moi, donc en plus, tu es plus jeune que moi. En plus, donc je lui ai exposé toutes mes raisons, tout ce que je voulais et puis il est là, il me regarde et il s'est même énervé. Il s'est même énervé en me disant: «Tu es qui pour décider de ce que je veux? Mmh. Si je veux de toi, eh ben, avec 3 4 7 12 22 comme on dit, enfants, ben, si c'est toi que je veux, c'est toi que je veux et Ah, qui c'est dit toi, beau. dit toi et les enfants». Ouais. Mmh. Voilà, voilà, tout Personne va ne voit bien. les signes que Rachel me fait, mais bon, elle essaye de retenir les larmes. Donc Ouais. voilà, voilà. Donc moi, je suis un petit peu, perturbée, dans ma conviction que qu'en fait, une conviction assez bête, la conviction qui dit: «Rachel, tu mérites d'être heureuse. Mmh. Tu mérites de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, même si tu as 3 enfants». C'est quoi 3 enfants? C'est pas 3 boulets. Ce sont des enfants, ce sont des êtres humains. Donc si la personne t'aime vraiment, ben, voilà, sachant que ce n'est pas pour me vanter, mais mes enfants ne sont pas du tout compliqués, ils sont super gentils. Donc voilà, ils s'entendaient déjà très bien avec lui sans savoir que c'était le compagnon de maman. Donc Mmh. qu'est-ce que enfin, voilà et j'en profite pour dire, à celles qui m'écoutent que ce n'est pas parce qu'on a des enfants que notre vie est terminée. Mmh. Parce que moi, je peux dire à l'aube de mes 40 ans que j'ai eu l'impression qu'avec cet homme, j'ai pas recommencé, mais c'est ça, j'ai recommencé à vivre. C'était une autre vie, c'était un autre type d'amour, Un nouveau c'était, départ. c'était un nouveau départ et je ne regrette pas du tout. Je ne regrette Mmh. pas du tout et de voir comment il est avec mes enfants. Justement, alors, comment l'annonce s'est faite? Parce que visiblement les enfants avaient déjà rencontré, cet homme, mais comment ça s'est fait? Comment l'annonce s'est faite que vous étiez en couple? Comment vous avez fait cette annonce aux enfants? Et comment les enfants ont réagi? Alors, il faut savoir que je n'ai pas beaucoup d'amies filles, donc les Mmh. enfants avaient l'habitude de voir à la maison des amis garçons. Donc déjà, de voir un autre homme, un autre garçon, c'était voilà, c'est un autre ami à maman. Déjà, Mmh. là, c'est gérable. Ensuite, je suis quelqu'un, je communique beaucoup avec mes enfants. Mmh. J'ai pris chaque enfant à part en leur expliquant, voilà, il faut préciser ça aussi aux enfants parce que ce sont des clichés qui empêchent certaines mères de continuer leur vie avec un autre homme autre que le père des enfants. J'ai Mmh. dit à mes enfants, à part et ensuite tous les 3, votre papa a refait sa vie, votre papa a une nouvelle chérie. Oui, maman. Vous êtes content Mmh. pour papa? Oui, maman. Donc, est-ce que vous pensez que maman, elle, a le droit, elle aussi, d'être heureuse, de refaire sa vie, de rencontrer quelqu'un? Donc, en fait, la question est tellement bien posée que si un enfant, à ce moment-là, dit: «Non maman, toi, tu n'as pas le droit», c'est qu'il y a un problème. Donc il faut savoir que je n'ai pas imposé mon compagnon actuel à mes enfants. C'était vraiment alors je le voyais forcément souvent quand les enfants n'étaient pas là Mmh. et quand les enfants étaient là, c'était plutôt en mode, on va manger une crêpe ou, enfin voilà. Mes enfants n'ont jamais vu mon compagnon actuel, dormir avec moi avant de savoir que c'est mon compagnon, par exemple. Les choses se sont faites, progressivement. Oui, on a eu une réunion tous les 5 Mmh. où, je leur ai dit: «Bon, ben, voilà, un tel et moi, on a quelque chose à vous dire». C'était sans grande surprise, en tout cas pour ma fille. C'était sans grande surprise. Enfin, Elle les est 3 fine. enfants non, mais ce sont les filles, n'est-ce pas? Les les 3 enfants ont c'était comme une évidence, voilà. C'était Mmh. comme une évidence, ma fille surtout, elle m'a dit, «Beh, oui, mais c'est ton doudou» et là, je Mmh. me je j'étais je me suis dit: «Ah OK». Elle avait déjà tout compris, en Elle fait. elle avait tout compris et les garçons, il faut savoir que les enfants étaient quand même encore un peu petits, hein. Quand j'ai Mmh. rencontré mon compagnon, ça fait 5 ans, donc je pense, hein. Je ne l'ai pas vécu, je pense que c'est peut-être un peu plus facile quand les enfants sont petits, ils sont peut-être un petit peu plus, hem,
c'est plus facile de leur expliquer les choses. Plutôt que Mhm. quand on a affaire à un adolescent, je pense que bon, c'est plus compliqué. Donc j'ai eu cette chance aussi de le rencontrer quand mes enfants étaient encore au primaire. Mhm. Et bien le mois de janvier nous donne bientôt 5 ans. Donc Waouh, voilà, c'est beau en tout cas. Mais écoute, c'est ça. on va s'arrêter sur cette belle note, mais avant de terminer l'épisode, déjà, je voulais te remercier et je voulais rappeler à quel point il en a fallu de la force pour traverser tout ce que tu as traversé et de voir où tu en es maintenant, de voir ton épanouissement, c'est juste génial. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître et je pense que je pense que ça va aider aussi certaines femmes à se dire que c'est possible, en fait, finalement, Bien que c'est sûr, possible. bien sûr. Tout est possible. Et exactement, exactement. Et justement, donc pour la signature du podcast, je vais te demander si tu peux te décrire en 3 mots, s'il te plaît. Ah, tu m'avais pas dit ça, hein? Tenace, Mhm, tenace, mhm, courageuse et amoureuse. Alors je précise amoureuse dans tous les sens du terme. mhm, Amoureuse de la vie, amoureuse de mes enfants, amoureuse de mon travail, amoureuse de mon mhm, compagnon, et le plus important, amoureuse de moi-même. mhm. J'allais finir par ça. Voilà. Mais je te remercie, Rachel. Merci. On va s'arrêter sur ces mots. Merci encore pour ton témoignage sincère. Merci pour ça. Avec plaisir, ça, c'est bon, j'ai pas pleuré. Cette fois, tu n'as pas pleuré. C'était Allez, à limite, hein? bientôt, Rachel. Merci Ok, encore. d'accord. Ok, bye bye. Merci. C'était l'épisode 4 de Bika Femme. Je remercie encore Rachel qui a raconté la suite de son histoire en se dévoilant sans filtre, avec beaucoup d'émotion. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode. Je vous donne rendez-vous en 2023, vendredi, dans 2 semaines, pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.